Bienvenue à tous dans ce chapitre numéro 1 qui va être dédié à l'histoire des marchés financiers. L'objectif de ce chapitre numéro 1, ça va être de reposer les bases sur l'histoire des marchés financiers. C'est important de savoir où on est pour savoir où on va et par exemple pourquoi aujourd'hui les marchés financiers sont construits de cette manière-là. On va essayer de se demander comment les marchés financiers existent depuis des siècles, comment ils ont évolué dans le temps et forcément ça va nous permettre de mieux comprendre leur utilité de nos jours. Donc pour commencer, on doit remonter à plus de 11 000 ans en arrière, à la fin du Mésolithique. Donc le Mésolithique, c'est une époque où les hommes et les femmes vivent de la chasse et de la cueillette, plus ou moins au jour le jour, en fonction des besoins de la communauté. Et c'est à partir de la fin de cette période qu'on va assister à une sédentarisation des peuples due à l'avènement de l'agriculture, de l'élevage et surtout à la spécialisation des métiers. À ce moment-là, c'est le début du néolithique, c'est aussi à ce moment-là, dans le croissant fertile, autrement dit le Moyen-Orient actuel, que l'on trouve les premières traces de marchés organisés qui vont permettre aux différentes communautés d'avoir un lieu pour échanger leurs matières premières, leurs denrées, mais aussi leurs outils qu'ils produisent évidemment en surplus. Il faut savoir qu'à cette époque, la monnaie n'existe pas encore, et donc on parle de troc. Si on avance un peu dans le temps, tout en restant au néolithique, à ce moment-là, les marchés, ou plus précisément les bazars, se situent au cœur des halles et de la petite ville. Et pour l'anecdote, à ce propos, le terme bazar est issu du vieux perse qui signifie la rue. Ceci explique donc cela. À noter que les marchés sont disposés par zone de spécification en fonction des produits et des services vendus. Si on prend l'exemple des grandes villes comme Téhéran, un bazar pouvait compter plusieurs centaines de magasins, des dépôts, des bains, des mosquées, ainsi que des espaces pour accueillir les voyageurs et les commerçants d'autres contrées. On va maintenant faire un énorme bond en avant à la fin du néolithique qui durera quand même plus de 6000 ans. Et c'est dans l'Antiquité que les marchés et le commerce vont évoluer plus rapidement, notamment en Grèce antique, entre moins 500 et moins 350 avant Jésus-Christ. On retrouve une configuration relativement similaire à celle que l'on vient de décrire, c'est-à-dire que les marchés se situent toujours au centre des villes, cette fois-ci plus dans les rues, mais sur une place publique nommée l'Agora. Ce qui va vraiment changer le cours des choses et accélérer le rythme des échanges, c'est l'apparition de commerçants qui vont se spécialiser dans le transport de marchandises. Pour rappel, précédemment, les commerçants transportaient eux-mêmes leurs marchandises du lieu de production jusqu'au lieu de vente. On voit aussi à cette période une évolution du système de comptabilité avant l'Antiquité, notamment lors de l'invention de l'écriture qui se situe aux alentours de moins 3000. On utilisait un système d'inventaire qui deviendra une véritable comptabilité proche de celle qu'on connaît de nos jours. Ça donnera également lieu à l'essor du métier d'intendant qui est tout simplement l'ancêtre du comptable actuel. On avance encore dans le temps et on se retrouve en 476, qui est l'année de la chute de l'Empire romain d'Occident, qui va avoir pour conséquence d'entraîner l'Europe dans ce qu'on appelle le Moyen Âge. Les marchés, eux, resteront globalement les mêmes que dans l'Antiquité, et il faudra attendre le début du XIIIe siècle pour constater des changements à ce niveau-là, avec une régulation accrue des systèmes de mesure normalisés et des meilleurs contrôles de qualité, étant donné l'augmentation des volumes, d'échanges et donc de la compétitivité. À cette période, les marchés sont toujours localisés sur la place centrale des villes, comme c'était le cas de l'Agora en Grèce ou du Forum dans l'Empire romain. Et donc cette centralisation permet d'apporter une meilleure protection aux commerçants et aux marchandises qui profitaient des fortifications du cœur de la cité, puisqu'on sait qu'en temps de guerre, il suffisait à l'ennemi de priver tout simplement la ville de ses vivres, de l'assiéger et de patienter jusqu'à ce que les habitants meurent de faim pour gagner la bataille. On avance encore dans le temps jusqu'au XVIIe siècle en Hollande et plus précisément à Amsterdam qui à ce moment-là est une ville très influente dans le commerce européen. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le fait qu'à cet endroit-là va être créé le premier marché du monde où on va pouvoir échanger des actions et des obligations de société qui seront désormais publiquement cotées. Cette place de marché sera par la suite nommée Amsterdam Bourse. Petite anecdote au passage sur l'étymologie du terme bourse qui vient d'un nom d'une famille flamande, les vendeurs Beurs, qui étaient à l'origine des aubergistes accueillant des marchands en route vers la Hollande. Avec le temps, la place devant l'auberge devient un lieu de rassemblement où on pouvait consulter le cours des matières premières et des devises. Ensuite, les aubergistes deviendront des courtiers et des négociants et de par leur notoriété aideront ce terme à traverser les siècles jusqu'à aujourd'hui. On est maintenant à la fin du XVIIe siècle et on va se diriger pendant un instant en Asie, précisément au Japon, puisque c'est là-bas que va être créé le premier marché de contrat à terme, ou contrat futur en anglais, qui sera situé à Osaka
et qui va permettre de faciliter les échanges sur le riz qui était jusqu'à présent négocié en direct sur les marchés physiques ou comme on dit encore aujourd'hui au spot. Une anecdote plutôt sympa à raconter à ce propos puisque c'est aussi à Osaka mais cette fois-ci au cours du 19e siècle qu'un riche commerçant qui s'appelait Oma Munaisa qui invente un principe qui va révolutionner la façon de percevoir les marchés et surtout les prix dans l'histoire. Étant donné son âge avancé, à ce moment-là, il n'avait plus la possibilité de se déplacer sur la place du marché pour traiter ses contrats et donc il engage alors des personnes qui vont se poster à intervalles réguliers sur les toits de la ville, allant du centre-ville jusqu'à la résidence à l'extérieur, et ces mêmes personnes brandiront des panneaux indiquant le prix d'ouverture, le prix de clôture, les plus hauts et les plus bas d'une période donnée, ce qui lui permettra de suivre l'évolution des prix et de continuer à mener ses opérations directement de chez lui. La légende dit qu'il est le père de l'analyse technique par la manière dont il représentait les prix, c'est-à-dire sous forme de bougies, plus tard évidemment utilisées sous le terme de chandelier japonais. On va maintenant aller aux États-Unis en 1884 où a été créé le premier indice boursier du monde, le Dow Jones Industrial Average. Et donc pour information, sachant qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, un indice ça permet tout simplement de saisir la tendance générale d'un marché. C'est une sorte de portefeuille dont en l'occurrence, dans le cas du Dow Jones, il réplique les actions de l'industrie américaine. Il en existe aujourd'hui des centaines grâce à des sociétés comme Standard & Poor's, BlackRock ou Vanguard, pour ne citer que évidemment. Mais pour en revenir au Dow Jones, c'est un indice qui est à l'origine composé de 12 sociétés dans le gaz, les métaux, les transports, les produits alimentaires et surtout les produits textiles. Pour ce qui concerne l'industrie, il est important de préciser qu'à ce moment-là, on est au début de la révolution industrielle, particulièrement aux États-Unis, ce qui va permettre au pays de se propulser au rang de première puissance mondiale, dépassant la Chine en termes de PIB aux alentours de 1890. C'est une statistique qui m'a paru très très intéressante sur l'impact que cela va avoir au niveau de la révolution industrielle et plus précisément sur le monde. On regarde ici la courbe démographique mondiale et on constate l'explosion de la croissance de la population à partir du début de la révolution industrielle, ce qui prouve en partie l'importance que peut avoir une économie qui est en croissance sur les mentalités, y compris le taux de natalité, puisqu'il s'agit souvent de périodes de plein emploi où se projeter dans l'avenir est beaucoup plus simple qu'en temps de crise, évidemment. Donc finalement, et pour en terminer sur cette période, on va jeter un coup d'œil à l'évolution du Dow Jones depuis sa création, puisque c'est un indice qui existe encore aujourd'hui, au même titre que le CAC 40 en France, le Nikkei au Japon ou le Hang Seng à Hong Kong par exemple. Donc la première chose à remarquer, c'est qu'à sa création, en 1884, le Dow Jones cotait aux alentours des 67 points et qu'au moment de cette vidéo, il tourne aux alentours des 35 000 points. C'est-à-dire que 137 ans plus tard, cela correspond à une augmentation de plus de 50 000%. Pour être vraiment très précis, à noter que l'inflation n'est pas prise en compte dans cet exemple, ce qui a un impact relativement important sur le rendement final de l'incident. Deuxième chose importante à noter concernant ce graphique, c'est le fameux crash de 1929, qu'on remarque ici, qui fait suite à l'une des plus importantes bulles spéculatives connues, que ce soit sur le marché actions, obligataires et même l'immobilier. On retourne sur notre frise chronologique et on avance en 1971, qui est une date très très importante pour les marchés, puisque c'est à ce moment-là qu'est créée la première place de marché électronique du monde aux États-Unis, à savoir le Nasdaq. Notez que l'un de ses créateurs est un certain Bernard Madoff, qui se servira notamment de sa notoriété et du respect qu'il a su imposer à Wall Street et Main Street pour construire la plus grande arnaque de l'histoire. Pour en revenir à notre sujet, si vous avez entendu parler du Nasdaq, c'est probablement car il s'agit de nos jours d'un indice qui réunit toutes les grandes entreprises technologiques aux États-Unis, notamment Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla. Et c'est donc à partir de la création du Nasdaq et de l'avènement de l'informatique que les marchés vont progressivement devenir de plus en plus dématérialisés, même s'il faudra attendre des décennies avant que le marché traditionnel, c'est-à-dire la criée, disparaisse en quasi-totalité. Je vais d'ailleurs en profiter pour rebondir sur le sujet du trading à la criée, ou Open House Cry en anglais, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que vous avez déjà sûrement tous vu ces traders entassés dans une salle, dans une très grande pièce remplie de chiffres qui se crient dessus toute la journée. Eh bien, le trading à la criée, c'est ça, et on va retrouver le même fonctionnement sur des grands marchés agroalimentaires, par exemple à Paris, à Rungis, d'accord? Vous allez voir que dans le cas du trading, c'est quand même assez particulier, on va pouvoir en dénoter chacun des détails. Dans le cadre du trading, le CME ou Chicago Mercantile Exchange est probablement le meilleur exemple d'une place de marché qui utilisait cette méthode il y a encore peu de temps. Donc ici, on voit une photo de ce qu'on appelle le pit du CME, c'est-à-dire l'endroit où les traders se réunissent pour échanger leurs contrats ou ceux des clients, tout simplement. Comme vous l'avez remarqué, chaque trader au centre du pit est vêtu d'une veste qui est de couleur vive pour être reconnaissable en fonction
du courtier ou de la banque pour lequel il travaille. Et pour bien imaginer ce qu'une transaction par le biais d'un pit représentait, on va prendre un exemple concret. Donc, on est avant l'ouverture des marchés à 9h30 du matin, heure de New York, 15h30, heure de Paris. Les clercs à l'extérieur du ring, c'est-à-dire le centre du pit, vont recevoir des appels de leurs clients qui vont leur spécifier la quantité, le prix et le type d'ordre à exécuter à l'ouverture, notamment une fois l'ordre réceptionné par lequel il doit ensuite le transmettre à l'un de ses traders présents dans le ring pour qu'il trouve une contrepartie qui soit disposé à remplir les conditions requises par le client. Le ring est donc l'endroit où l'offre et la demande se rencontrent et où un acheteur à l'ouverture peut devenir un vendeur à la clôture. Ce qui va, je pense, particulièrement vous intéresser, c'est la manière dont les traders échangent ces informations, soit par la voix, soit par des signes de main. Forcément, comme le pit est un environnement très bruyant et très dynamique, surtout à l'ouverture ou lorsque des news importantes tombent, les signes de main sont l'un des meilleurs moyens de communiquer et d'éviter les erreurs. Donc pour vous donner un exemple, un trader qui souhaite acheter des contrats va lui signifier en orientant les paumes de ses mains vers lui de cette manière, ce qui est une façon de dire que je souhaite prendre des contrats. Pour le vendeur, ce sera l'inverse en orientant les paumes de ses mains vers l'extérieur de cette manière pour signifier son désir de donner ses contrats. Généralement, les signes de main sont accompagnés par la voix. Donc un trader qui souhaite confirmer être acheteur dira mind et un trader qui souhaite confirmer être vendeur dira yours. Donc là, on vient de voir la manière de spécifier son intention d'acheter, de vendre un contrat. Maintenant, il va être question de spécifier une quantité et un prix. Pour indiquer une quantité, le trader va rapprocher la main de son visage de cette manière pour indiquer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 contre 10, 100, etc., etc. Et pour indiquer le prix auquel il souhaite que la transaction ait lieu, soit en indiquant de cette manière avec la main je souhaite acheter ou vendre au prix du marché, ce qu'on appelle un order market, soit en décollant la main de son visage pour indiquer la limite du prix qu'il ne souhaite pas dépasser, soit un ordre limite. Une fois la transaction acceptée par les deux parties, elle est reportée au clerc à l'extérieur du ring qui va la transmettre à sa comptabilité le soir après la clôture pour évidemment confirmer avec sa contrepartie qu'un trade a bien eu lieu à telle date, à telle heure, sur tel produit, et c'est à ce moment-là que le trade est définitivement exécuté et enregistré. Donc aujourd'hui, évidemment, en 2023, le trading à la criée n'existe quasiment plus pour la simple et bonne raison que le trading électronique a largement pris le dessus sur l'exécution des ordres, car il est plus rapide, plus efficace et génère beaucoup moins d'erreurs proportionnellement à ce qu'on appelle le trading algorithmique, puisqu'aujourd'hui le trading, avant d'être un terme accrocheur pour tous les vendeurs de formation qui peuvent exister, c'est d'abord l'action d'échanger des produits quand on est simplement trader professionnel. Et donc un trader, il va être payé tout simplement à exécuter des ordres pour le compte de ses clients, même s'il est vrai que ça ne se limite pas du tout à ça, une salle de marché est beaucoup plus vaste qu'un simple trader qui achète ou vend sur les marchés financiers. Pour conclure cette vidéo, on a cherché à démontrer que les marchés sont avant tout des lieux d'échange organisés qui permettent à des professionnels ou des entreprises de vendre leurs produits et de trouver plus facilement une demande au même titre que les marketplaces sur les sites marchands que l'on connaît aujourd'hui, hein, comme Amazon par exemple. Et donc le marché, c'est aussi forcément un pilier de l'économie sur lequel s'appuient des milliers d'entreprises, des États, pour faciliter leur production, leurs opérations, leur croissance, et donc en définitive créer des emplois et donc de la valeur ajoutée à long terme. C'est aussi l'opportunité pour des gens comme vous et moi d'investir dans des sociétés ou des indices en espérant pouvoir en ressortir avec une plus-value et des dividendes sur le long terme au même titre qu'un investissement dans l'immobilier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie où on abordera les différents types de marchés financiers, les 3 types d'analyse primaires en trading et surtout qu'est-ce que le price action. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner si ça vous a plu. À tout de suite.